Bon, réponse à la question d'Irmo, qui se demandait pourquoi la contrainte dump track, qui oriente un objet vers un autre, peut donner des rotations intempestives qui avaient fait que notre gloutor s'était mis à dandiner, ce qui en l'occurrence nous arrangeait carrément, hein. Il y a des cas où on n'a peut-être pas du tout envie que les gloutors se dandinent. Bon, euh, bon, en fait, je connaissais pas la réponse, et comme souvent, quand on connaît pas la réponse, il faut lire de la théorie, comprendre comment les trucs fonctionnent, parce qu'a priori, il y aurait plusieurs façons d'implémenter, enfin de fabriquer une contrainte comme ça. Donc l'algorithme qu'il a fait, la méthode n'est pas écrite dessus, hein. Euh, il a fallu que je lise pour voir ce que c'était, et donc c'est un type de rotation qui s'appelle swing and twist, qui permet d'orienter les objets dans une certaine direction et de les faire tourner après euh, comme on veut, on va dire une fois qu'ils sont orientés. Sachant que le dump track se contente d'une seule étape, il oriente juste un objet de la façon la plus économique possible vers un autre. Alors on va voir ce que ça donne. Bon, ce qui est important, c'est de faire une expérience avec ça. Euh, pour ça, juste, j'ai besoin de fabriquer un objet qui n'est pas symétrique. Parce que sinon, on ne se rendra pas forcément compte de son orientation. Donc je fais rapidement un petit truc. Voilà, parfait, un truc pas symétrique. Je suis désolé, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à un char d'assaut ou à une tourelle. Alors que l'actualité nous donne déjà largement assez de ce genre d'engin. Bref. Bon, le voilà. Alors ce que j'aimerais, c'est pouvoir orienter l'objet, enfin visuellement savoir comment il est orienté. Donc je vais mettre des axes dessus, très visibles. Je peux mettre un numpty, qui est un objet qui sert à ce genre de choses en général, et demander à cet empty de suivre mon, je sais pas comment appeler ça. J'appelle ça un char d'assaut. Non, il faudrait que j'appelle ça autrement. On va dire que c'est plutôt une bécasse qui est assise dans son nid. Voilà, c'est une bécasse. Très bien. Donc, je colle mes axes à la bécasse, CTRL P, object. Ce qui fait que maintenant, si je fais une rotation sur ma bécasse, les axes suivent. Je rajoute un petit objet de façon que ma bécasse puisse le suivre. Très bien. Je le déplace un petit peu, cet objet, sur l'axe des Y. GY. Voilà. Très bien. Et j'applique ma contrainte sur la bécasse. Donc je vais dans les contraintes, je mets mon dump track. Ce coup-ci, j'ai envie que ce soit l'axe des Y qui se dirige vers ma bécasse, vers ma sphère. Voilà. Et donc si je déplace ma sphère, normalement, la bécasse devrait suivre, et la bécasse suit. Je grossis un peu sur l'écran pour que ce soit bien visible. Et la bécasse suit, et il n'y a aucun problème, et il n'y a pas de rotation intempestive. Pourquoi on en a eu? Eh bien simplement parce que la configuration de notre gloutor était telle qu'il était carrément retourné. Vous vous rappelez, il marchait à l'envers. Et donc en fait, on est dans une situation qui est proche de celle-ci. En fait, la cible est carrément de l'autre côté. Et il a fallu, à la contrainte, carrément retourner l'objet. Et là, effectivement, regardez ce qui se passe. Si j'effectue des petits déplacements de ma sphère, ça fait faire un peu de tout et n'importe quoi à ma bécasse. Alors pourquoi? C'est pas si dur à comprendre. Regardez, je vais monter un petit peu la sphère. On va dire que c'est l'œuf de la bécasse. Voilà, la bécasse cherche son œuf. Dans ce cas-là, la bécasse était comment avant la contrainte? Alors je peux neutraliser la contrainte. Elle était comme ça. Quel mouvement de rotation le plus économique possible a-t-elle dû faire pour regarder son œuf? Eh bien, il a fallu qu'elle fasse une rotation suivant l'axe des X. C'est la plus courte, hein. Voilà, pour faire ça. Donc elle a eu la tête en bas. Très bien. Si, au contraire,
Je remets ma balle, voilà, exactement où elle était. Je reneutralise la contrainte de la bécasse. Si ma sphère, au contraire, est juste déplacée latéralement, suivant l'axe des X, eh bien ma bécasse, ce qu'elle doit faire comme rotation la plus économique pour regarder son œuf, eh ben, c'est une rotation suivant l'axe des Z. Et là, elle n'a plus la tête en bas. Et donc, cette différence-là de choix de comportement, elle peut avoir des effets importants, un effet radical, alors que la sphère en question a très peu de déplacement. Hop, je la remets sur l'axe des Y. Et donc, en fait, il suffit que je la déplace, mais d'un pouillème un petit peu vers la droite ou vers le haut. Alors, il faut que je remette quand même en action ma contrainte pour qu'on le voit. Voilà. Il suffit que je déplace ma sphère d'un pouillème vers la droite pour que la contrainte choisisse une rotation plutôt d'axe Z, et un petit peu vers le haut ou vers le bas pour que ce soit plutôt une rotation qui mette la tête en bas. Et donc de très petits déplacements peuvent avoir des conséquences importantes. On appelle ça une discontinuité en mathématiques. Et là, on a un bel exemple de discontinuité. Et visiblement, quand on est pile sur l'axe, il y a un choix qui est fait par l'algorithme du dump track, et c'est très bien. Et voilà pourquoi notre gloutor se dandinait. Donc c'est un effet qui était imprévu, qui était inopiné, en fait, qui était complètement salutaire, parce que il a apporté quelque chose à l'animation. Voilà pour ma réponse. Allez, j'upload ça sur ma chaîne alternative, que de toute façon vous connaissez, puisque vous êtes en train de regarder la vidéo. Donc c'est sur Math Moutarde. C'est bon.